Bienvenue dans ce podcast numéro 0 où on va vous faire une présentation de notre futur projet et c'est Maureen qui va nous en dire un petit peu plus. Merci Lucas. Alors oui, on va vous parler de notre projet qui s'appelle Green Oceania. Ce qu'on va faire, c'est que pendant 7 mois, on va faire le tour de l'Australie à la découverte d'associations écologiques, mais pas seulement. On va essayer de rencontrer aussi des élus qui ont des approches écologiques dans leur politique de la ville. On va essayer de rencontrer aussi des aborigènes, puis on va voir un peu tout ce qui se fait en termes de préservation de l'environnement et d'anticipation des risques liés au climat là-bas en Australie. On va mettre nos articles, enfin on va faire des articles, on va prendre des photos et on va réaliser des films qu'on mettra en ligne sur notre plateforme unlimitedproject.org. Et c'est donc Lucas qui va nous en parler un peu plus. D'accord, alors moi je parle d'Unlimited Project qui est un site qu'on a créé l'année dernière. On s'est regroupé en collectif avec plusieurs personnes qui sont parties en voyage et en reportage. Donc il y en a surtout en Asie. En fait, il y en a qui sont partis en Russie, en Mongolie et en Chine. Et nous, on est déjà partis au Népal et en Inde. Donc on s'est regroupés sur une même plateforme pour donner de la visibilité à nos projets, aux associations qu'on rencontre et pour garder une trace dans la durée en fait, de tous ces reportages. Donc on a décidé d'être ouvert à d'autres porteurs de projets qui partiraient où ils veulent, rencontrer les gens qu'ils veulent, mais dans le secteur associatif et qui postent sur notre site. Et dans l'espoir d'avoir une carte mondiale en fait, un petit peu des initiatives solidaires à droite, à gauche, et qu'on puisse trouver une association pour partir en bénévolat, en stage, qu'on puisse trouver des partenaires qui travaillent dans le même domaine que nous, ce genre de choses. La transition énergétique avec Yvan Pasco. Nous sommes avec Yvan Pasco, qui est président du REFED et qui nous a donné rendez-vous à la Maison des initiatives étudiantes à Paris. Donc ensemble, on va discuter de la transition énergétique pour avoir quelques clés de compréhension lors du débat national. Et on verra que c'est un secteur qui est plein d'avenir. Tout d'abord, Yvan, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous parler un petit peu du REFED? Ouais. Donc Yvan, moi je suis en fin d'études. Je travaille dans une boîte de conseil en concertation. En fait, je fais un stage de fin d'études là-bas. Et depuis 3 ans, en fait depuis longtemps, je suis investi dans des associations, à peu près 7 ans. Et depuis 4 ans, plus particulièrement dans des associations de développement durable. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser au REFED. Et le REFED, qui est le réseau français des étudiants pour le développement durable. C'est un réseau qui regroupe 105 associations, qui a 5 ans maintenant, donc il a été créé en 2007. 5 ans et demi, allez. Et son but, c'est vraiment de mutualiser un peu les compétences, les savoir-faire et puis les outils pour les associations de développement durable qui sont sur tout le territoire français. La transition énergétique, de quoi parle-t-on ? Le débat sur la transition énergétique, c'est pas le principal sujet, c'est pas forcément de dire on va passer de telle énergie à telle énergie. Même si au fond, c'est ça que tout le monde veut. Même les gens où on dirait non, eux c'est les méchants, ils veulent pas ça. Même eux en fait, ils vont vouloir ça. Mais le vrai débat, c'est quel type d'énergie, ouais exactement. Quel type d'énergie on veut. Et ça sur une vision à 2020, 2025, 2050. C'est quel mix énergétique on choisit de faire, le mix énergétique étant la part de chacune des énergies qu'on va produire. Et en ce moment en France, on a un des grands problèmes, alors il y en a énormément, mais un des grands enjeux, c'est que la facture énergétique de la France représente 90% du déficit commercial de la France. Donc en gros, la facture énergétique, ça va être la différence entre nos importations d'énergie et nos exportations d'énergie. Et le déficit commercial, c'est la différence entre nos importations et nos exportations.
90% de nos déficits, c'est dû à la facture énergétique. Donc là, une des premières vraies questions, c'est comment on fait pour avoir une énergie qui soit plus locale, pour pas éviter d'avoir à l'importer. Les énergies qui sont plus locales, c'est pas le pétrole, on n'en a pas beaucoup ici, on n'en a pas du tout en France. Le charbon, on en a, mais ça présente plein d'autres inconvénients, le fait que ce soit une énergie fossile. Et puis le fait que ce soit extrêmement polluant, et que ça représente, après il y a plein d'autres problèmes à faire entrer, plein d'autres visions justement à amener dans la vision systémique, c'est les problèmes de santé, environnement, etc. Et donc oui, là on est un peu, nous ce qu'on pousse, c'est effectivement comment on va vers plus d'énergies renouvelables, qui ont l'avantage d'être renouvelables, donc de pouvoir permettre une indépendance et une autonomie énergétique, parce qu'on va pouvoir les produire sur place, un peu de partout. C'est-à-dire par exemple quand on utilise le vent, quand on utilise le soleil, quand on utilise l'énergie de la terre ou la chaleur de la terre, ou l'énergie des marées. Il y a tout un tas d'énergies renouvelables où on a encore des marges de progression. Et la ville dans tout ça? Il faut passer de l'aménagement au ménagement. Il faut prendre soin de notre environnement, il faut y faire attention. Et donc il faut non plus aménager, mais ménager les choses. Et donc c'est toute une manière en fait derrière. Alors bon, ça c'est un bon mot de Thierry Paco, mais derrière en fait l'idée c'est vraiment pour moi comment on repense un peu toutes nos villes qui sont des trucs complètement asphyxiés aussi, hyper pollués. Il n'y a qu'à voir les particules fines. Renseignez-vous sur les particules fines, mais c'est un truc assez aberrant, le niveau de particules fines à Paris. Moi, je vous invite à regarder ce que fait l'association Respire, qui bosse énormément sur le sujet, et c'est vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres choses sur les villes. Il y a les Robins des Toits qui ont bossé sur les dangers des ondes, par exemple. Il y a tout un tas de choses comme ça, mais de manière générale, les Suédois, ils ont fait des études il y a 40 ans pour dire quand on a vu sur un espace vert, ça améliore notre espérance de vie en bonne santé. Il y a 40 ans, ils ont fait ces études. Il faut aller voir les villes en Suède. La nature, elle est intégrée à la ville, complètement. Elle fait partie prenante de la ville. Moi, c'est ça que je veux. Je veux vraiment on retrouve un peu de liberté, que la nature retrouve les libertés dans cette ville, et que nous aussi, parce que nous, on fait partie de la nature, voilà. Et le béton aussi, c'est naturel. Oui, le béton, c'est naturel. Mais moi, je préfère ce qui est plus vivant. Voilà, je préfère les matières plus vivantes. Et j'aimerais bien qu'on reconsidère le vivant comme un vrai matériau de construction, finalement, tant qu'à faire, puisque de toute façon, on va continuer de construire, et que c'est très bien. Mais considérons le vivant comme un vrai matériau de construction et prenons-en soin. Et du coup, pour moi, c'est comment on repense nos manières de voir les espaces verts, par exemple, en ville. Comment on passe d'un métier d'espace vert où c'est un jardinier qui vient mettre des phytos et des phytosanitaires, des produits sur ses plantes pour les faire grandir plus vite, et sur un espace tout bien ordonné, machin, tout carré, décidé par un mec bien loin. Non, pour moi, ça doit plus être ça. Il faut aussi que le citoyen se réapproprie. Non, mais il faut aussi que le citoyen se réapproprie la ville. Ouais. Du coup, par exemple, ne serait-ce que sur cet exemple, sur les espaces verts, on fait en sorte que ce soit, on va creuser des micro-sillons aussi sur le béton. On va creuser des micro-sillons devant les maisons ou les appartements des citoyens volontaires qui sont prêts à s'engager, à signer un papier en disant, moi, j'arroserai ma plante toutes les semaines. On va creuser un micro-sillon et on plante 3 roses ou 3 machins ou 3 trucs qui feront envie, et puis on repense tout comme ça, et on essaye de repenser aussi les moyens de transport, de faire en sorte que nos villes, on ait moins besoin de se déplacer, comme ça on consommera moins d'énergie, et donc retisser des fonctionnalités qui soient différentes à chaque endroit, ne plus complètement séparer les fonctions de chaque endroit. Alors là on va dormir, là on va travailler, là on va manger autre chose. Là, on va faire de la culture. Non, il faut vraiment que tout soit entremêlé, etc. Et pareil, on va pas faire des grands parcs. L'idée, c'est que le parc, ce soit de partout. Moi, j'ai pas besoin d'un grand parc. On vit sur un grand jardin. Donc, faisons en sorte que toute cette planète soit juste un grand jardin agréable. Et je parle pas d'un jardin complètement domestiqué. Je parle bien d'un grand jardin sauvage où chacun a la liberté de se l'approprier aussi. Donc, ça passe par une réappropriation citoyenne aussi des choses.
Les guérilla gardening, c'est parti du Royaume-Uni, c'est parti de Londres en fait, des banlieues de Londres. C'est des mecs qui ont décidé d'aller faire la guerre jardinière en gros et d'aller planter, Dans le béton. un peu de partout en fait, sur les bords des arbres. Ils allaient planter des trucs, ils balançaient en fait, ils faisaient des bombes de graines. Ouais, c'est ça. Mais il faut aller voir, il y a des sites internet où on trouve tout un tas de matériaux. Ils ont inventé des valises où en gros il y a des plantes qui roulent. Ils mettent des plantes sur un tapis roulant dans une valise. Ils font rouler les plantes comme ça. Enfin, ils ont inventé tout un arsenal militaire pour poser les plantes au fur et à mesure sur leur passage à côté des camps militaires, etc. Enfin, c'est un truc complètement déglingué, c'est génial. Mais dans le même genre, à Londres aussi, tu as un mec qui a fait une carte interactive des arbres fruitiers publics de la ville. Et il a créé tout un arsenal aussi pour aller chercher en hauteur les fruits qui sont pas à hauteur de main, en gros. Et c'est comme ça une carte interactive que tout le monde peut renseigner en disant là j'ai vu un pommier en fleurs, ça y est, on peut aller chercher les pommes sur cet arbre-là. L'arbre va clignoter sur la carte interactive une fois que le mec a dit ça y est, il y a des pommes là-bas, et chacun attend à aller les chercher. L'agriculture urbaine, moi ça me paraît un très bon plan, ne serait-ce que pour se réapproprier un peu ça. Quand tu vois qu'il y a des gamins de 20 ans qui n'ont jamais vu un arbre, quoi, qui se rendent même plus compte de ce qu'ils bouffent justement, donc ils se rendent pas compte qu'ils bouffent de la merde. Et parce qu'ils n'ont jamais vu un truc pousser, quoi. Ouais. Donc tu vois, enfin c'est vraiment ça, il faut foutre des fermes en ville. Un débat national. Avec le débat national sur la transition énergétique, ils essayent de mettre en place un débat, alors toujours en fonctionnement avec les acteurs organisés, mais derrière, en essayant de faire un débat avec les citoyens aussi. Et le 25 mai 2013, par exemple, il va y avoir une grande journée citoyenne, où il y a 2600 citoyens qui vont réfléchir le même jour aux mêmes enjeux pendant toute une journée sur la technique qui s'appelle World Wide Views, qui est une technique qui est mise au point par le Danish Board of Technology et qui est hyper intéressante aussi. Parce qu'en fait, au sein du débat national sur la transition énergétique, je représente le REFED, donc au Conseil national de la transition énergétique. C'est-à-dire que c'est un espèce de parlement qui réunit, justement, je disais, tous les acteurs organisés. Donc on va avoir les élus, les représentants patronaux, les représentants syndicaux, les ONG, les ONG environnementales en fait, et puis d'autres associations investies sur d'autres champs, donc des champs sociaux, les associations de consommateurs, etc. Et ce Parlement en fait, c'est un peu le lieu de synthèse de tout le débat qui a lieu. Donc le débat, il y a des groupes d'experts qui organisent des scénarios, il y a des groupes de travail qui travaillent sur des axes précis du débat, il y a des contributions sur Internet qui sont mises en ligne par les citoyens. Il y a cette journée citoyenne dont j'ai parlé juste avant. Il y a des débats en région qui sont faits aussi à la liberté de chaque région, ou même des débats territorialisés. On ne dit plus débat en région parce que les départements faisaient la gueule. Yvan, on te remercie de nous avoir reçus, c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps. C'est moi qui vous remercie. Puis s'intéresser aussi au sujet, sortir de chez soi, aller à son jardin partagé qui est en bas de la rue, ce que nous on n'a jamais fait par exemple. Donc c'est vrai que c'est une démarche, quoi. Il faut que les gens y aillent parce que c'est super sympa à regarder, on croise un jardin, on dit c'est bien, mais bon, un jour, faut mettre les bottes et puis faut essayer de rencontrer ses voisins, de faire vivre. Mais c'est ça, et quand on commence à faire ça, on prend du plaisir assez vite en fait. On prend assez vite du plaisir à faire ça. En tout cas, si vous voulez retrouver l'intégralité de la vidéo, on va la poster également sur la chaîne YouTube. Et on va se retrouver tout de suite pour la présentation d'un de nos partenaires. Grossus International est notre premier partenaire médiatique. Du nom d'un des premiers théoriciens des relations internationales, tous les mois, Grossus.fr propose un décryptage complet de l'actualité de la solidarité internationale selon différentes thématiques. Les auteurs sont tous des spécialistes du secteur, leur analyse est donc des plus pertinentes. Dans une démarche de valorisation des étudiants en solidarité internationale, Grossus lance le campus humanitaire. Cet espace sera dédié aux étudiants et jeunes diplômés, afin qu'ils se fassent connaître et reconnaître en partageant leur point de vue sur le secteur, au travers de 7 rubriques complémentaires. Nous allons d'ailleurs publier un article par mois à partir du début mai sur la résilience de la société australienne face aux risques industriels et climatiques. N'hésitez pas à aller sur le site pour avoir une information claire et précise sur les sujets d'actualité importants et à vous abonner pour recevoir leur nouvelle édition tous les mois. Merci à eux de nous soutenir dans notre projet. Habiter demain. Et en direct de la Cité des Sciences, on va vous faire visiter un peu l'expo Habiter demain.
avec Lucas. Allez, suivez-nous. Si on n'est pas du tout en direct, c'est pas grave. Si, on est en direct. C'est un direct différé. Direct différé. Alors en fait, cette expo, elle a pour but un peu de sensibiliser à toutes les économies qu'on peut faire dans les logements aujourd'hui. Donc on a les modes de vie. On a pas mal de choses aussi sur l'isolation, les économies d'énergie, mais on a aussi beaucoup de choses sur comment construire à partir de matériel qui est recyclable à l'infini. C'est le Cradle to Cradle que Lucas va nous présenter dans un instant. On arrive tout de suite au stand. Donc le Cradle to Cradle. Au pavillon Habitat intelligemment. Donc on a été agréablement surpris de tomber sur un stand consacré au Cradle to Cradle. Donc un concept qui est resté assez obscur pour les Français pendant des années. En fait, on n'a pas eu accès à ce livre qui est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Donc on est assez content de trouver ça. Le concept, c'est de fabriquer des objets. Donc là, il y a une petite vidéo qui passe qui nous explique. C'est fabriquer les objets, en fait, dès leur conception, penser à leur recyclage. Donc tout va être fait pour que les objets puissent être désassemblés très facilement sur d'autres chaînes de production et tout peut être réutilisable. Donc par exemple sur cette chaise, on va pouvoir récupérer la mousse mais aussi le textile, enlever toutes les parties plastiques et récupérer tout ça très facilement pour reconstruire soit une autre chaise, soit autre chose qui a besoin de ces matériaux. Donc ici c'est pareil, c'est des choses très simples qu'on trouve dans n'importe quel bureau, mais qui ont l'avantage d'être écologiques parce que des assemblages très faciles. Et c'est plutôt solide, hein, on dirait bien. Donc ça c'est le Cradle to Cradle qui est en train de révolutionner l'industrie et c'est carrément super. Un autre truc qu'on voulait vous montrer aussi et qui est vraiment bien, ce sont les Fab Labs. Donc les Fab Labs, c'est pareil, c'est un concept qui est en train de vraiment d'émerger. L'idée est de fabriquer ces objets soi-même, de se réapproprier les moyens de production et que on ait une véritable fabrique dans sa maison. Donc aujourd'hui, c'est très présent grâce notamment aux imprimantes 3D qui vont révolutionner le modèle. Donc vous pourrez vous fabriquer toutes sortes d'objets. Donc bon, ça c'est assez rudimentaire comme fabrication, mais bon, c'est pour montrer un exemple. Voilà, on a une lampe là qui a été fabriquée donc à la maison à partir de différents matériaux. Donc c'est la révolution de demain. Chacun aura sa petite usine à la maison et c'est plutôt super. Vive les imprimantes 3D. On continue avec l'isolation qui est super important lorsqu'on veut économiser et de l'argent et de l'énergie parce que c'est mal isolé, on gaspille très vite. Et par exemple, pour prendre un exemple traditionnel d'une maison construite à partir de briques, on voit que sans chauffage, c'est très mal isolé. Donc les gens ont un bonnet et des manteaux. Alors qu'une maison qui est construite à partir de matériaux isolants en bois est nettement mieux isolée à la chaleur mais aussi au froid. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser selon la fable des 3 petits cochons, c'est la maison en paille qui est la mieux résistante, qui est la plus résistante et qui est la mieux isolée puisque sans chauffage en hiver, donc la maison est isolée et il fait 15 degrés à l'intérieur. Donc l'isolation c'est très important, mais il y a aussi la façon de savoir comment on s'équipe à la maison. Donc il existe plusieurs sources d'énergie. Donc il y a la géothermie qui consiste à se chauffer grâce à la chaleur qu'il y a déjà dans le sol. On peut aussi produire de l'électricité grâce aux eaux usées. Également au soleil avec des panneaux solaires et le bois peut être avec des poêles à bois, peut-être une façon écologique de se chauffer lorsque le bois provient d'une région à proximité de là où vous habitez. On a l'électricité
aussi qui peut être pas mal à présenter. Donc il y a un autre pavillon qui concerne l'électricité, donc qui nous concerne tous, hein, vu qu'on parle beaucoup du nucléaire et puis qu'on se sert tout le temps d'électricité à la maison. Donc ici on nous présente des formes alternatives de production d'électricité. Donc par exemple le match panneau solaire contre éolienne. Donc on voit qu'avec les panneaux solaires à différents taux d'ensoleillement, en fait, on va produire différentes quantités d'électricité. Donc par exemple là avec 175 watts, on a assez pour faire tourner notre télé et notre tondeuse à barbe. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et là 255 watts, on peut déjà faire tourner la moitié des éléments domestiques. Donc là il faut quand même un bon ensoleillement pour ça. Alors bon, l'expérience est un peu compliquée. Donc là, on a un vent à 15 km/h, on produit 5 watts, on peut faire tourner qu'une lampe. Une lampe Donc, LED. voilà, une petite lampe LED. Là, quand le vent quand même commence à être un petit peu plus puissant, on peut recharger notre tablette, notre réveil, faire tourner notre télé. Donc, en fait, pour un usage quotidien, vous voyez qu'une petite éolienne comme ça, qui ne paye pas vraiment de mine, qu'on met au-dessus de notre cheminée par exemple, hein, qui remplace le coucou, eh ben, ça vous permet soit d'avoir une liseuse le soir, soit votre ordinateur, donc c'est plutôt pas mal. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier podcast. J'espère que le format vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à nous les laisser sous la vidéo. En dessous. Vous avez aussi des actualités qui sont sur Facebook. Oui, vous pouvez trouver notre page Facebook via notre site internet, donc unlimitedprojects.org. Il y aura aussi un article qu'on va mettre en ligne un petit peu plus détaillé sur la transition énergétique si le sujet vous intéresse. Et on aura la vidéo aussi plus longue d'Yvan. Oui, aussi. Et la fois prochaine, on sera En Australie, à Nimbin. On vous parlera de la Rainbow Power Company qui installe des panneaux solaires sur les caravanes, entre autres. Voilà, donc on vous mettra aussi tous les liens dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas en vous abonnant, cliquez là-dessus, là, en haut. Vous vous abonnez à notre chaîne et puis comme ça vous recevrez toutes les news dès qu'on postera un nouveau numéro. Voilà, Allez, salut, bye bye. Demande aussi aux femmes du Kerala ce qu'elles pensent de Coca-Cola. La lutte du siècle a déjà commencé là. Sur toute la ligne, ils nous baisent, ils nous rebaissent, nous surbaissent. Et nous on consomme du Nestlé, du Danone, du Suez. Evian et Vitel, arrêtez le plastique. Avec la canne à sucre on fait les mêmes bouteilles écologiques. Mais ça n'enrichit pas les dealers de pétrole. Tu parles d'eau pure dans tes pubs, mais tu niques le globe. Bientôt plus de verres d'eau gratuits au resto. Comme en Mésopotamie, le retour de la guerre de l'eau. Ils ont tout niqué, de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis, Suez, Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. Le potable est un luxe, nique sa mère, nique sa mère.